En 1968, Robert Francis Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, remporte les élections primaires de Californie, ce qui fait de lui le favori pour être le candidat démocrate. Mais, le soir même, Sirhan Sirhan, un Jordanien, lui tire dessus à plusieurs reprises. Bobby Kennedy connaîtra alors le même sort que son frère aîné et succombera de ses blessures. Cette mort qui a traumatisé l'Amérique est l'origine indirecte et insoupçonnée, bien qu'assez proche d'un dessin animé qu'aujourd'hui nous connaissons tous, Scooby-Doo. « 1968 fut une année particulièrement violente. Alors, en France, on a évidemment eu les manifestations étudiantes de mai 68, mais aux États-Unis, c'est pas mieux. En plus de l'assassinat de Robert Kennedy dont je vous ai parlé en introduction, il y a également eu celui de Martin Luther King, qui a eu un retentissement assez important. De même, le mouvement hippie connaît son apogée, avec notamment des manifestations contre la guerre du Vietnam. Un climat anxiogène et violent pèse sur le pays et sur la télévision américaine. Les parents vont alors tout faire pour en protéger les enfants. Parce que du côté des dessins animés diffusés à la télévision, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était pas mieux, parce que bon, quand même, disons que c'était pas les bisounours. Tout d'abord parce que les bisounours n'ont été créés qu'en 1981 comme mascotte sur des cartes de vœux, mais également parce qu'à l'époque, la violence et le trash faisaient loi dans les séries d'animation. L'idée qui commençait à faire son chemin est celle dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur l'influence des dessins animés. En gros, avec des dessins animés violents, on produirait des futurs citoyens violents. Avant 7 ans, l'enfant ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui relève de la fiction. Lorsqu'il voit quelque chose à la télé, c'est réel pour lui. Le truc, c'est que les dessins animés violents, c'est ce qui cartonnait à l'époque. Le co-créateur du studio de dessins animés, par exemple à l'origine de Tom et Jerry, Hanna-Barbera, explique que c'était leur seul moyen pour survivre, à savoir vendre des dessins animés aux chaînes télé qui étaient violents, ou en tout cas avec de l'action. À l'époque, il y avait alors Space Ghost and Dino Boy, The Herculoids ou encore Birdman and the Galaxy Trio, dont je vais vous diffuser des extraits. Mais attention les enfants, ces images sont d'une rare violence et peuvent choquer un public non averti. Le président de l'époque, à savoir Lyndon Johnson, décide donc de mettre en place une régulation de la violence à la télévision, dans la lignée de ce que réclamait Bobby Kennedy avant son assassinat. C'était une sorte d'hommage. Mais surtout, des groupes de pression se sont mis en place pour inciter les chaînes de télévision à programmer des programmes moins violents pour les enfants. C'est le cas du National Parent Teacher Association ou du Christian Science Monitor. Les studios ont été forcés de répondre à cette demande en annonçant la mise en chantier de production de dessins animés moins violents. En 1969 naît alors le dessin animé Scooby-Doo, Where Are You?, qui rencontre les enquêtes d'une bande de jeunes adultes, Daphné, Fred, Vera et Sammy, accompagnés de leur chien Scooby-Doo, qui d'ailleurs s'appelle comme ça en référence à la chanson Strangers in the Night de Frank Sinatra sortie en 1966, à la fin de laquelle on peut entendre le chanteur dire Pour en revenir à son contexte de création, Scooby-Doo s'adapte parfaitement aux attentes. En effet, il permet de conserver un récit d'action avec des créatures à travers les enquêtes, les courses-poursuites et les premiers agissements du délinquant. Mais il arrive à éviter la violence. Le prévenu est souvent capturé plus par chance que par violence, et surtout il est à chaque fois démasqué, démystifiant le monstre qui aurait pu exister. C'est un mécanisme qui va expliquer son succès auprès des jeunes enfants. Ces derniers peuvent alors profiter du frisson de voir un monstre hanter des lieux, tout en sachant qu'à la fin, une explication rationnelle et rassurante sera donnée, et que le coupable sera arrêté. Un peu comme quand enfant, on avait peur d'un bruit étrange dans la chambre, et que nos parents venaient nous rassurer en nous expliquant d'où il venait. Et je ne jugerai pas ceux qui sont encore en proie à ce genre de peur aujourd'hui. Cette volonté de faire peur sans trop brusquer non plus se retrouve également dans les premiers épisodes de la série, où on trouve des rires enregistrés, comme dans les sitcoms. Et même au moment de la première investigation, dehors dans le brouillard, il y a des passages avec des rires qui vont servir à dédramatiser la situation. D'ailleurs, les dernières séries sont critiquées car elles ne respectent pas ces codes. En effet, certains monstres s'avèrent être de vrais monstres, ce qui va à l'encontre même de l'esprit de la série comme on vient de le voir. Mais certains vont encore plus loin dans l'analyse de la série par rapport à son contexte de création. D'après les fans, elle projetterait les différents débats de la société qui avaient lieu à l'époque. Cela se vérifierait dans un premier temps et de manière assez évidente avec Sammy qui est clairement un hippie amateur de chocolat. On trouve également dans le film écrit par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, énormément de références à cela. La crush de Sammy s'appelle Marie-Jeanne et certaines scènes sont plutôt tendancieuses. I'm Mary Jane.
Like that is my favorite name. Really? Yeah. Oh man. Talk about toasted. Cette culture qui est née au moment de la création de la série s'y retrouve et surtout entrée en opposition avec une autre partie de la population, beaucoup plus conservatrice. Cette autre partie serait représentée par Daphné et Fred. Tout d'abord, les deux personnages seraient liés depuis le départ et bien avant leur couple officiel dans les épisodes ultérieurs. Ça se vérifie par leur accoutrement, avec tous les deux une sorte de ruban ou de foulard, et surtout dans leur comportement. Ils apparaissent comme les figures parentales du groupe, voire même comme la source d'autorité. D'ailleurs, c'est eux qui conduisent le van. Ils représenteraient alors le courant conservateur de l'époque. C'est sympa tout ça, mais donc Vera dans cette histoire? Eh bien, Vera, c'est sa sexualité qui ferait référence à la libération sexuelle justement des années 60-70. Effectivement, depuis très longtemps, la rumeur court selon laquelle elle serait bisexuelle ou lesbienne. For a bedtime snack now. Groovy idea. Bon, ça se base sur pas grand chose, mais c'est rentré petit à petit dans la légende du dessin animé à tel point qu'une scène de baiser était prévue entre Vera et Daphné pour le premier film Scooby-Doo, d'après James Gunn toujours. Cela pourrait donc expliquer les différentes caractéristiques des membres du Scooby Gang. Cependant, il y a aussi une autre explication qui est donnée par les créateurs de la série, à savoir que chaque personnage est calqué sur un personnage de la série The Many Loves of Dobby Gillis. Au moment de créer la série, l'objectif était surtout de surfer sur le succès du Archie Show. Mais si, vous connaissez forcément. C'est Riverdale. Oui, Riverdale est une adaptation d'Archie. Bref, à ce moment-là, les créateurs ont alors décidé de s'inspirer de la série Dobby Gillis, avec Fred qui correspondrait à Dobby, Daphné qui correspondrait à Talia, Sammy à Maynard et Vera à Zelda. D'ailleurs, à la base, ils sont censés avoir entre 16 et 17 ans. Enfin, voire même 15 pour Vera, il me semble. Et oui, même dans les séries d'animation, les jeunes ados sont joués par des trentenaires. Également, ce qui fonctionne particulièrement bien auprès des jeunes, c'est le format des épisodes. Pour rappel, chacun se focalise sur une enquête, avec au début la rencontre avec le monstre supposé, les recherches, puis la révélation. C'est intéressant car cette logique est mise en place dès le premier épisode de la série. On ne prend même pas le temps de nous présenter les personnages. Cette structure narrative va se répéter à l'infini, y compris dans les films. Ça conforte l'enfant dans une logique qu'il connaît déjà et dans laquelle il ne se sent pas perdu. Cette dynamique est directement inspirée du feuilleton radio I Love a Mystery, qui a ensuite été adapté à l'écran, mais qui a aussi ce format de une enquête par épisode. Mutual Broadcasting System presents I Love a Mystery. Transcribed. On l'a donc vu, Scooby-Doo est le fruit d'une époque marquée par la violence et l'opposition entre des mouvances conservatrices et une jeunesse pacifique. Une première version du dessin animé avait été conçue comme plus horrifique, et ça se retrouve dans certaines animations ou certains plans. Mais comme je l'ai dit, on voit surtout la volonté de faire un pont entre la comédie et l'horreur-action. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a réussi à ne pas se cantonner à son époque, mais à traverser le temps. L'année dernière est sorti un nouveau film d'animation Scooby-Doo, Scoob, qui se penche d'ailleurs sur les débuts du Scooby Gang. His name's Scooby. Middle name. Doobie? Last name. Do. Bon, qui n'a pas pu sortir au cinéma pour les raisons que l'on connaît, mais qui était prévu pour en plus. On a également les produits dérivés, voire même les attractions. Bref, Scooby-Doo est un phénomène de pop culture à part entière, et j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment les inspirations et la société contemporaine à la création du show ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment et avec quoi vous avez connu Scooby-Doo. Perso, je sais que c'est avec Quoi de neuf Scooby-Doo qui est sorti dans les années 2007, il me semble, et qui était diffusé à la télé quand j'étais jeune, mais j'ai cru comprendre que je touchais pas mal de générations avec ma chaîne, donc ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui ont connu avant, ou même des gens qui ont connu plus récemment avec une série après celle de 2007, il y en a eu d'autres. De même, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format à la face cachée 2. J'ai essayé de le remanier un peu, en alliant un peu sur l'histoire, en faisant quelque chose d'un peu plus rétro. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout à la partager. C'est pas des vidéos qui sont très partageables ou très aguicheuses, donc forcément, chaque partage m'aide énormément, et surtout, chaque commentaire qui va être constructif, qu'il soit positif ou négatif, va m'aider à améliorer le format pour que ça soit plus sympa à regarder pour vous aussi. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain à 15 h. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter pour être tenu au courant de l'actualité, surtout pour choisir les sujets des prochaines vidéos et débattre avec moi de la pop culture. À dimanche prochain 15 h, c'était Adam Ross. Salut. I love you.